Bon, Shalom à tous. On est très content de se retrouver avec notre guide Ariel Assaf, guide de Midreshet Yehuda Manitou. On t'a un peu moins vu, mais c'est bien. Ça veut dire que on te voit plus présent sur le terrain avec les touristes qui arrivent de France et également ceux qui habitent en Israël et qui découvrent Israël. Et ce soir, tu nous proposes, Ariel, de nous parler de Rakevet à Emek. Alors, il faut dire la vérité qu'au niveau des chemins de fer, on avait un petit peu un train de retard par rapport à l'Europe. Ça arrivait un petit peu plus tard. Mais tu vas nous parler de ce Rakevet et surtout aussi de son apport et de sa relation avec le sionisme. Bechavod, Ariel, pour Midreshet Yehuda. bien, alors, bonsoir tout le monde. Comme toujours, c'est un plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver. Et effectivement, on veut parler du train, l'histoire des trains en Israël, mais c'est toujours en relation avec le retour du peuple juif et ce que le train a donné et a apporté au sionisme. Alors, je vais lancer le diaporama. Voilà. Ah non, pardon. Voilà. Bien. Donc, le train, ce qu'on appelle en Israël Rakevet Emek, le train de la vallée qui roulait dans la vallée d'Israël, on va tout à l'heure tout expliquer, n'ayez pas peur, qu'on appelait aussi en Israël l'ânesse du sultan. Alors, vous voyez le monument qu'on a fait à ce train qui n'a pas existé pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on a remis la ligne en service. Vous voyez l'ânesse qui tire le train, l'ânesse du sultan, ce chemin de fer d'Israël. Alors, on commence. Voilà. Alors, bon. Il faut comprendre que le chemin de fer, c'est une invention du 19e siècle qui a révolutionné beaucoup de choses dans le monde. À gauche, vous voyez dans l'image de quoi a l'air un chemin de fer à l'époque. C'est une locomotive qui traîne des diligences qui, au lieu de rouler sur une route, sont adaptées à rouler sur des rails. C'était vraiment des diligences, des calèches qu'on accrochait à une locomotive qui tirait sur les rails. Et quand ça commence très vite, toute l'Europe va être reliée grâce à ces rails du chemin de fer. Et alors, on entend un certain nombre d'idées de gens, de rêveurs, qui disent qu'il faudrait faire un train en Eretz Israël, à l'époque ça s'appelle la Palestine, cette province de l'Empire turc. Pourquoi faire un train dans l'Empire turc, en Eretz Israël à l'époque? On a toutes sortes de propositions. Ça commence par un Anglais qui s'appelle Thomas Sandwich, qui pensait que ce chemin peut joindre Haïfa à Damas et à l'Irak. Ça amènera le progrès au Moyen-Orient. En 1862, on voit Charles Zimpel, qui lui aussi veut développer, pense à une solution de chemin de fer. Mais celui qui va vraiment influer va être Laurent Oliphant à la fin du XIXe siècle. On va avancer un petit peu. Alors, il y a encore toutes sortes d'autres rêveurs. Vous voyez dans l'image Yehoshua Yelin en haut à gauche, vous voyez Charles Warren, qu'on connaît plus pour les fouilles qu'il a fait à la cité de David, mais il a fait beaucoup de choses en Israël. Et cet Anglais, qui je rappelle était un officier du service de renseignement de l'armée anglaise, lui aussi a proposé de poser des rails de chemin de fer dans l'Empire turc ottoman. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les premiers chemins de fer de la région sont posés par des Européens, par des Anglais, des Français, des Allemands, et ils essaient donc de convaincre le sultan de faire appel à eux pour faire des chemins de fer. Chacun a sa raison pour développer le pays, pour aider au retour des Juifs, pour aider à d'autres points stratégiques. Le premier qui fait un plan sérieux, c'est Laurence Oliphant. Laurence Oliphant, qui est venu et qui est un... Je n'aime pas les Juifs. Il n'aime pas les Juifs, mais il pense que les Juifs peuvent être un moteur de développement pour la région. Et il a une idée, vous voyez sur la carte qui est à votre gauche, la flèche rouge, Site of Proposed Colony. Il propose de faire une colonie juive dans le Choran, donc dans le Golan d'aujourd'hui, en disant les Juifs sont intéressés, ils reviendront et ils vont développer la région. Mais pour que les Juifs puissent revenir dans un pays où à l'époque il n'y a pas de communication, il n'y a que des pistes, ce n'est pas des routes, c'est des chemins de terre. En hiver, c'est des bourbiers, en été, c'est dans la poussière. Et il propose donc de tirer une ligne de chemin de fer qui reliera l'Égypte en remontant la vallée de la Harava et la vallée du Jourdain vers cette colonie qui se trouve donc à l'est du Jourdain, dans ce qui est aujourd'hui le Golan et le nord de la Jordanie. Et il propose aussi un embranchement de ce chemin de fer vers Haïfa. Vous voyez la carte, vous avez deux flèches.
jaune que j'ai mis pour vous indiquer. La flèche jaune du bas vous montre la ligne qui vient d'Égypte, qui traverse le désert du Sinaï, du Negev, et qui remonte par la vallée de l'Arava et la vallée du Jourdain. Et quand elle arrive au lac de Tibériade au nord, vous avez la deuxième flèche jaune, celle qui est plus haut, avec un embranchement vers Haïfa et un embranchement vers Damas. Donc ça, c'est le plan de Laurence Oliphant. Il va d'ailleurs écrire un livre, le Haïfa, la vie en Palestine, et son plan ne va pas aboutir. Il va essayer de convaincre la Sublime Porte, le sultan, mais le sultan a d'autres préoccupations dans les années 80 et le plan de Laurence Oliphant n'aboutit pas. J'ai quand même mis parce que le projet qui va oui aboutir est énormément copié sur le plan de Laurence Oliphant. Alors, en 1892, donc environ une douzaine d'années après Laurence Oliphant, le chemin de fer arrive en Eretz Israël, mais pas Rakevet Emek, c'est ce chemin de fer de la vallée d'Israël, une seule ligne qui commence à Yafo, au port de Yafo, donc plus tard Tel Aviv, et qui aboutit à Jérusalem. Vous connaissez tous la Tachana Yeshana, l'ancienne gare de Jérusalem. En arrière-plan de l'image, vous voyez le moulin de Montefiore. Et cette ligne est une seule ligne, et le but est d'amener des pèlerins chrétiens qui arrivent de plus en plus nombreux à l'époque grâce aux avancées de la marine. La marine aussi a beaucoup profité du passage de la voile à la vapeur. Et il y a des dizaines de milliers de pèlerins chrétiens qui viennent essentiellement de Russie, à partir du port d'Odessa, mais pas seulement. Et on construit une ligne de chemin de fer qui relie le port à Jérusalem. Mais alors, au lieu de faire sur 3 jours, c'est environ 12 à 15 heures par la route de monter à Jérusalem. Ça se fait sur 3 jours parce que la montée est fatigante. On ne peut pas d'un coup monter à Jérusalem. Donc, on faisait une première journée jusqu'à Sharaga, une deuxième journée de la montée, une troisième de Motza jusqu'à Jérusalem. Et le train relie Tel Aviv, Yafo, pardon, à Jérusalem en 6 heures. Aujourd'hui, une demi-heure. À l'époque, 6 heures, c'est déjà une grande avancée. Donc, on a une seule ligne. Et cette ligne transportera le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, qui vient à Jérusalem. Elle transportera Theodor Herzl, qui vient à Jérusalem. Donc, il y a eu des passagers célèbres sur cette ligne. Mais c'est l'unique ligne de la région du Moyen-Orient en 1892. Première ligne, Yafo, Jérusalem. En 1905, notre cher sultan Abdul Hamid, le deuxième, va fêter 25 ans sur son trône du sultanat. Et pour ses 25 ans de règne, il demande 2 cadeaux. Un, il adore les horloges et donc il va faire construire 100 horloges à travers l'Empire turc-ottoman. Vous connaissez là tous, je pense, la tour de l'horloge de Yafo, c'est le point de rendez-vous. Quand on se donne rendez-vous à Yafo, on se donne rendez-vous devant l'horloge, mais il y en avait 6 en Israël. Il y en avait une que vous ne connaissez pas, celle que vous voyez dans la photo, qui est l'horloge à la porte de Jaffa. Oui, vous ne la connaissez pas parce qu'elle ne plaisait pas aux Anglais. Et on voit les Anglais qui rentrent dans Jérusalem en 1917. On voit Allenby qui défile avec ses soldats. Mais une des choses qu'ont fait les Anglais, c'est démolir cette horloge au-dessus de la porte de Yafo. Et donc, aujourd'hui, on ne la connaît pas. Mais il y a eu une horloge à Yafo, il y en a eu encore d'autres, à la porte de Yafo, à Yafo. Et le deuxième cadeau que demande notre sultan bien-aimé Abdul Hamid, c'est un chemin de fer qui va être un chemin de fer des pèlerins du Hajj. Donc, les musulmans doivent aller pèleriner à la Mecque. Le voyage de Damas à la Mecque prend environ 40 jours, plus d'un mois de pérégrination à travers les déserts, à dos de chameau, à dos d'âne, etc. C'est un long périple. Et il décide de construire une ligne de chemin de fer qui va transporter les pèlerins du Hajj depuis Damas jusqu'à la Mecque. C'est un projet qui a plusieurs buts. Le premier, c'est de le camper comme calife. C'est le chef du monde arabe. D'ailleurs, le financement de cette ligne va être un financement de tout le monde arabe, de tout le monde musulman, les musulmans du monde entier, que ce soit de l'Inde, du Pakistan, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Les musulmans vont donner de l'argent pour construire cette ligne de chemin de fer qui doit amener tous les pèlerins vers la Mecque. D'ailleurs, il y a déjà une ligne de chemin de fer qui va de Beyrouth à Damas. Donc, vous pouvez arriver en bateau au port de Beyrouth et de là-bas prendre le train qui vous amènera jusqu'à la Mecque. Donc, ça, c'était le projet. Et dans ce projet, il y a donc ce projet du calife, de se camper comme le calife du monde musulman. En plus, il y a bien sûr des avantages économiques de pouvoir transporter toutes sortes de marchandises et faire une concurrence aux lignes étrangères qui sont déjà dans le pays.
Et troisième chose, et pas la moins importante, il y a un enjeu stratégique, ça permettra de déplacer rapidement les forces armées, les forces turques, là où il y a des insurrections, là où il y a des problèmes, qu'on a besoin de transporter des soldats et du matériel de guerre, il y aura une façon rapide d'acheminer les soldats et le matériel. Donc, le sultan met en œuvre ce projet grandiose qui doit arriver jusqu'à la Mecque. D'ailleurs, il n'arrivera pas jusqu'à la Mecque, il arrivera jusqu'à la Médina. Mais sur ce projet se greffe un deuxième projet, tout de suite on va y arriver. Voilà, vous voyez, il y a déjà une ligne de chemin de fer qui va de Beyrouth à Damas. Seulement, je vous ai exprimé une carte en relief pour comprendre que pour aller de Beyrouth, du port de Beyrouth jusqu'à Damas, on traverse les montagnes de l'Anti-Liban, du Liban, les montagnes au nord du Hermon. C'est très compliqué. Le train monte, il descend, il traverse un tas de tunnels. Et donc, si on fait… Bon, je vais la suite. Le train va être construit par un Allemand, Heinrich Meissner, qui dit on pourrait faire un embranchement de ce train qui va de Damas vers la Mecque, un embranchement qui va vers Haïfa. Et on y gagnerait une route beaucoup plus facile d'accès, puisque de Haïfa à Damas, on peut rouler par la vallée d'Israël. Après, il faut monter la montée le long de la rivière du Yarmouk. Ce n'est pas une pente trop complexe, on peut se débrouiller. Et donc, faire un branchement qui est d'un côté beaucoup plus facile que le branchement vers Beyrouth, l'embranchement vers Beyrouth qui traverse Mont et Vaux et qui est donc problématique, qui ne peut pas rouler en hiver quand il y a la neige. Et dans un deuxième stade, on fera une concurrence à cette compagnie anglaise qui a construit la ligne Beyrouth-Damas. Effectivement, quand Meissner va construire l'embranchement qui vient de Haïfa, l'autre compagnie va faire faillite. Donc, on y gagne sur tous les tableaux. Ça donne un débouché sur Haïfa, ça donne un débouché qui est aux mains des Turcs ottomans, et ça met en faillite la concurrence européenne qui essaie de s'installer dans la région. Alors, Meissner, qui est un Allemand qui a fait des études, qui sait construire des chemins de fer, va proposer le tracé de Damas jusqu'à la Mecque. Lui a un petit problème, c'est que vous comprenez que Heinrich August Meissner n'est pas musulman et donc il ne peut pas rentrer au Hedjaz. L'accès au Hedjaz est interdit pour les non-musulmans et donc il va devoir former des ingénieurs musulmans qui, eux, vont continuer le projet. Lui va faire le projet en Syrie. Je rappelle que ces pays n'existent pas à l'époque. On est dans l'Empire turc ottoman. Aujourd'hui, c'est la Syrie, c'est la Jordanie, à travers ces pays, jusqu'à l'arrivée en Arabie Saoudite, au Hedjaz. Et là, il faut qu'il s'arrête et qu'il donne à des ingénieurs musulmans de continuer la ligne. Mais il y a un petit problème. On commence avec le premier problème. Le problème, c'est l'écartement des rails. Alors, vous voyez dans l'encadré de gauche qu'aujourd'hui, il y a des normes internationales, mais à l'époque, on est au début du chemin de fer. Alors, on a très vite défini 1,43 m comme largeur standard des rails. Juste au passage, est-ce que vous savez pourquoi on a défini 1,43 m comme largeur des rails? C'est les Anglais qui ont défini cette largeur de rail parce que c'était la largeur des routes. Quand il y avait les routes avant avec des calèches, l'écartement des routes des calèches était d'1,43 m. Pourquoi 1,43 m? Parce que ces calèches empruntaient des routes romaines où les calèches romaines avaient déjà creusé des sillons dans la route. Et pourquoi les calèches romaines avaient 1,43 m? C'était parce qu'elles étaient tirées par 2 chevaux. Il fallait donc que 2 chevaux puissent marcher devant la calèche sans se tamponner. Donc, la largeur de 2 postérieurs de cheval étant 1,43 m, c'est comme ça qu'on a fixé la largeur des routes romaines et c'est comme ça qu'on a fixé la largeur des trains, des rails de train aujourd'hui. Et pour ceux qui ne savent pas, comme les fusées qui vont dans l'espace sont transportées jusqu'à Cap Kennedy par train et que les tunnels sont calculés d'après la taille du train, il a fallu calculer la taille des fusées qui montent dans l'espace d'après la largeur du tunnel. Donc, voilà, quand on envoie des fusées dans l'espace aujourd'hui, c'est calculé d'après la largeur des postérieurs des chevaux romains. C'est intéressant. En tout cas, 1,43 m, c'est la largeur standard, l'écartement standard des rails. Mais les Turcs décident d'aller plus vite. Et pour aller plus vite, ils décident on va faire un écartement moins large. Donc, il faut moins de bois, les traverses sont plus compactes, c'est plus facile. Et ils décident de faire un chemin de fer dont l'écartement des rails ne sera que d'1,6 m. 1,6 m, c'est formidable. Le problème, c'est que quand ils vont couper les traverses, ils vont les couper trop courtes
Et donc, leur train étroit de 1,6 m ne pourront pas. Le rail n'aura que 1,5 m. Il va falloir réadapter toutes les locomotives et tous les wagons au 1,5 m de cette ligne du Hedjaz. Donc, c'est bien, c'est quand même, c'est August Meiner, un Allemand, qui construit cette ligne de chemin de fer. C'est des Turcs qui réalisent, et il y a quelques petits problèmes. La précision n'est pas exactement turque-ottomane, et on aura une voie étroite, et même dans la voie étroite, elle n'est pas dans le standard exact de l'époque. Ce qui posera un problème quand on voudra relier les chemins de fer. Par exemple, si vous venez plus tard, dans les années 40, vous venez de Paris, vous prenez l'Orient Express. L'Orient Express, vous prenez le train vers Damas. De Damas, vous voulez monter dans le chemin de fer du Hedjaz. Il faut chaque fois changer de train, puisque l'écartement des rails étant différent, les wagons ne peuvent pas continuer. Alors, 1905, on a notre première ligne. Le Hedjaz, ça va être 1908, mais l'embranchement qui va de Daraa en Syrie jusqu'au port de Haïfa, lui est déjà prêt en 1905 et on peut l'inaugurer. Et vous voyez donc ce chemin à rail étroit qui part de Haïfa, qui emprunte la vallée d'Israël et remonte vers Tibériade. Un peu avant Tibériade, il remonte le long du Yarmouk jusqu'à Daraa en Syrie. Alors, pendant ce temps-là, les Turcs continuent le travail sur la voie du Hedjaz qui doit les amener jusqu'à la Mecque, mais en 1908, il y a la révolution des jeunes Turcs. Et donc, le projet est interrompu. Abdul Hamid perd son trône et les jeunes Turcs, ce n'est pas leur première priorité de faire un train du Hedjaz pour le Hajj. Je rappelle que la révolution jeune turque, son but, c'est de faire une Turquie coupée de l'islam, laïque et moderne. Donc, d'un côté moderne, ils veulent des trains, mais laïques. Donc, le Hajj, ce n'est pas leur priorité. Le train arrive déjà jusqu'à la Mecque, ok, pour ce qui est, tant mieux, mais le dernier tronçon de la Mecque jusqu'à Médina ne sera pas achevé. Alors, on a achevé, j'expliquais, la partie qui est en Israël, la partie qui va de Haïfa jusqu'à Tibériade. Et quand on commence, vous voyez le nombre de stations, il y a 7 stations sur ce parcours, elles sont marquées devant vous. Haïfa, kilomètre 4,5, Tel Hachamam, Afula, Shata, Bessan, Jisr Madjameh, Samar. Comme vous voyez, il n'y a aucun nom juif. Il n'y a aucun nom juif parce qu'il n'y a encore aucun village juif sur cette ligne en 1905. Il y en aura plus tard. Pour l'instant, en 1905, il n'y a pas encore. Et donc, il y a des noms arabes. Les stations sont définies aussi par la distance qu'il y a entre elles, parce que ce qui se passe, c'est que ces locomotives fonctionnent à la vapeur et elles ne peuvent pas faire plus que 25 km sans se réapprovisionner en eau. Donc, en fait, ce qui a défini les stations du chemin de fer, il faut comprendre que Tel Al-Shamam, c'est un endroit désert. Kilo 4,5, c'est aussi désert, mais c'est pour une autre raison. Afoulé, c'est un tout petit village. Chata, c'est un tout petit village. Mais les distances sont calculées d'après les besoins en eau. Vous voyez à gauche les châteaux d'eau qui alimentent les locaux sur la ligne. D'ailleurs, on va inventer un nouveau mot en arabe, le Boumbaji. Boumbaji, c'est le responsable de l'eau, puisque l'eau est alimentée, elle vient d'un puits par des pompes. Une pompe se dit en hébreu pompa, en anglais pompe. Je ne sais pas dans quelle langue, en anglais, en allemand, qu'ils ont utilisé le pompe. En tout cas, les Arabes n'ayant pas le P, ils ont le ba. Alors, la pompe est devenue la bomba. Et le Boumbaji, c'est ce monsieur qui est très important, qui habite à côté de son puits et qui est responsable de l'approvisionnement en eau. S'il n'y a pas d'eau, le train s'arrêtera. Donc, au maximum, tous les 25 km, il faut une station de réapprovisionnement en eau. Alors, il y a des très belles stations dans les grandes villes. Ça, c'est la station départ à Haïfa, une très belle station qui se visite encore aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un musée du chemin de fer, de la station de chemin de fer de Haïfa. Regardez, vous voyez l'horloge qui est au-dessus. Il y a une centaine d'horloges qui ont été construites dans le monde turc de l'époque pour l'anniversaire du sultan. Et ça, c'est une station plus standard qui est à Tzemar. Tzemar, c'est la dernière station avant le passage vers la Syrie. Ce n'est pas encore une frontière, puisqu'on est dans l'Empire turc. Plus tard, après la Première Guerre mondiale, après Tzemar, on quitte le mandat britannique et on entre dans le mandat
français sur la Syrie. Donc ça, c'est la station de Tzemach. Ce qu'on voit tout de suite, c'est une vue aérienne de Tzemach. Vous voyez que Tzemach, c'est le village qui se trouve au bord du lac, au bord sud du lac de Tibériade. On voit le lac de Tibériade, on voit le village de Tzemach, et vous voyez le train sur sa voie, et vous voyez derrière les bâtiments de la gare. Donc, la dernière gare, aussi avant de monter vers le Golan, avant de monter vers le Choran, donc après, il va falloir adjoindre une deuxième locomotive. 2 locomotives ne seront pas de trop pour faire grimper ce train poussif vers les hauteurs du Golan. À Tzemach, quand il y aura plus tard une frontière, il va falloir mettre un tourneur de locomotive. Vous voyez cette installation qu'on trouve à Tzemach, mais je n'ai pas trouvé de photo avec une loco, donc je l'ai pris d'un autre site, ce n'est pas important, mais il y avait ce dispositif qu'on trouve et à Haïfa et à Tzemach, donc aux 2 bouts de la ligne, et qui permet de tourner la locomotive en fin de ligne et de la remettre dans le sens contraire pour repartir en sens inverse. Donc, quand on voulait faire tourner la locomotive, on la mettait sur ce système, elle fait demi-tour et elle repart dans l'autre sens. On peut encore le voir à Tzemach aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça c'est la station de Tzemach qui a été reconstruite, restaurée et transformée en musée. Donc, on peut voir les bâtiments d'origine de la station qui ont été restaurés, comme je l'ai dit. On peut voir les rails sur lesquels on a même remis un wagon de chemin de fer d'époque qu'on a réussi à trouver je ne sais plus où. Et à droite, la partie la plus importante de la station, l'alimentation, l'approvisionnement en eau de la locomotive. Et alors, il va se passer maintenant quelque chose d'intéressant, c'est que maintenant que ce train traverse la vallée d'Israël, ça va être un moteur de développement du sionisme. Parce qu'on va s'installer, les nouveaux villages vont vérifier, on va acheter des terrains d'après leur… D'abord, il faut des terrains que quelqu'un veut nous vendre, il faut qu'il y ait un terrain arable, mais les considérations pour s'installer seront près de la voie de chemin de fer, puisque ça permettra de faciliter les communications avec ces villages qui s'installent dans la vallée d'Israël, où à l'époque, on n'a pas de route. Donc, on voit là, ce n'est pas une station de chemin de fer, c'est juste un panneau, voilà, l'arrêt à Sadeh, et on annonce aux Turcs, voilà, il y a des Juifs qui sont installés à côté, et on demande donc un arrêt de chemin de fer à côté du village. Bien sûr, ça va être un moteur de développement aussi du commerce. Les marchés, les villageois arabes locaux vont venir proposer leurs marchandises à côté de la voie ferrée. On fera des arrêts du marché. Ce n'est pas sur cette voie-là, c'est sur la voie de Jérusalem, mais ce n'est pas important. Il se passe la même chose sur la voie de Rakavet Haemek. Ça, c'est une photo des années 30, mais il se passe la même chose déjà dans les années 1905, 1910, sur la Rakavet Haemek, où donc le chemin de fer est un moteur de développement et d'installation des villages juifs et de marché pour les villageois arabes aussi. Et sur ces entrefaites, 1917, arrive la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient. La Première Guerre mondiale va engager les Turcs et leurs alliés allemands contre les Anglais. Les Anglais, eux, vont engager sur le terrain leurs alliés australiens et néo-zélandais, puisque eux leurs soldats et soldats anglais sont sur la Somme dans les tranchées avec les Français, et donc ils vont engager les Australiens, les néo-zélandais sur le front de Palestine. Ils vont même engager l'arme, la nouvelle arme terrible, l'arme de la Première Guerre mondiale, le tank. 3 tanks vont être engagés sur le front de Palestine. On peut comprendre l'importance de ce front pour les Anglais. Alors, pour les Turcs, maintenant c'est formidable, ils ont ces chemins de fer qui vont leur servir, j'en ai dit tout à l'heure, un des avantages, acheminer leurs troupes. Alors, en préparation à la guerre et au début de la guerre, ils vont améliorer le système. Et si vous regardez le système au début de la guerre, vous voyez que les lignes de chemin de fer, il y a cette ligne qui vient de Damas, la ligne du Hedjaz, que je vous montre maintenant avec la souris, qui va de Damas vers la Mecque, vers Médine, avec l'embranchement à l'ouest qui va depuis Dara en Syrie jusqu'au lac du Tibériade, j'espère que vous voyez la souris, et qui continue vers Haïfa. Et de là, les Turcs ont continué une ligne qui descend le long de la côte vers Gaza, l'embranchement vers Jérusalem, et ils ont aussi fait 2 embranchements, un d'Afoula qui devrait rejoindre Jérusalem directement à travers la Samarie. Ce train arrivera jusqu'à Shrem, jusqu'à Naplouse, Shrem, il ne continuera pas plus vers le sud. Et donc, il y a le chemin de fer à but militaire. Les Turcs vont s'en servir pour envoyer leurs troupes
vers le Sinaï à la rencontre des Anglais. D'ailleurs, le chemin de fer continue après Beersheba, il continue vers El Kusema dans le désert du Sinaï pour amener les troupes au contact des Anglais. Sur la photo de droite, vous voyez que le chemin de fer après Beersheba, pendant la guerre, continue jusqu'à El Kusema, jusqu'à la frontière internationale, jusqu'au Sinaï. Alors, un petit extrait du film Laurence d'Arabie. Pardon. On n'a pas le son. Ariel, on n'a pas de son. Pas de son? Alors, pardon. J'arrête un instant. J'ai apparemment un problème dans le share. Je vais refaire un share. Ah oui, je n'ai pas fait share pour le son. Je m'en excuse. Veuillez m'en excuser. On revient en arrière. Donc, c'est un extrait du film Laurence d'Arabie, où vous comprenez que le train, c'est un enjeu stratégique pour les Turcs, pour amener des troupes et les Anglais pour les empêcher. Alors, bien sûr, ça, c'est sur la ligne du Hedjaz avec Laurence d'Arabie, mais il se passe exactement la même chose sur les lignes qui sont du côté à l'ouest du Jourdain, sur la côte d'Israël. Bien, donc on a vu cette attaque du chemin de fer dans le Hedjaz par Laurence d'Arabie avec les cavaliers arabes. Il se passe exactement la même chose en Palestine, mais là-bas, c'est les Australiens, les Néo-Zélandais. D'ailleurs, il y a un film sur la Light Horseman qui parle de la cavalerie néo-zélandaise. Et là-bas, on voit la même chose, l'attaque du chemin de fer près de Tzemach. Je n'ai pas eu le temps de préparer le film. Donc, on voit au début de la guerre que le train passe sous contrôle militaire. C'est maintenant un enjeu stratégique des Turcs. Et qu'est-ce qui se passe? On parlait du Hedjaz. Revenons un petit peu en Israël. On se trouve là à Merchavia. Vous voyez devant vous les montagnes de Nazareth, et vous voyez de Merchavia qui se trouve là, je montre avec la souris. Merchavia, la coopérative, et plus tard la Moshaba de Merchavia. Et juste à côté campe la 304e unité de reconnaissance bavarienne. Donc, il y a des avions. Les Allemands engagent une unité de reconnaissance bavarienne qui fait de la photographie aérienne. Et c'est très intéressant. J'ai un livre à la maison qui prend les photos, les mêmes photos qu'ont pris ces aviateurs bavariens en 1917. Et on prend dans le même angle, la même altitude, la même photo. Et on peut comparer Israël en 1917 et Israël en 2007. C'est incroyable comment le pays s'est développé, les routes, et les constructions, etc.
Donc, ils ont fait une escadre de reconnaissance. Pourquoi je parle maintenant de l'aviation allemande si on veut parler du train Rakevet Emek? C'est que les aviateurs sont à Merchavia, comme vous voyez, c'est désert, et ils aimeraient bien se rafraîchir en prenant une bonne bière à Haïfa. Et le train Rakevet Emek a une station à Foula. À Foula se trouve juste à 2 km un peu plus à l'est, un peu plus à droite dans la photo. Donc le train passe là-bas, mais les locomotives sont réquisitionnées pour les transports militaires des Turcs. Et quand les Allemands ont beau demander une locomotive pour les emmener à Haïfa pour prendre un pot au pub à la Moshava germanite, dans le quartier allemand de Haïfa, ils ne reçoivent pas de locomotive. Alors, ils se tournent vers Baruch Katinka. Baruch Katinka, c'est l'ingénieur juif des chemins de fer qui leur dit on va trouver une solution. Des wagons, il y en a. Il nous manque un moteur. Est-ce que vous pourriez me fournir un moteur d'avion? Les aviateurs allemands disent pas de problème. On fournit un moteur d'avion. Et regardez ce que Baruch Katinka, à gauche, va inventer. Il va installer une hélice et un moteur d'avion allemand sur une plateforme de wagons. Et c'est comme ça que les aviateurs allemands vont à Haïfa pour prendre leur bière dans la Moshava germanite. Le petit problème, c'est que la première fois, une fois que Baruch Katinka a installé ce moteur, il veut il veut vérifier comment ça fonctionne. On lui met un casque d'aviateur allemand, il monte avec eux sur le wagon et grand problème, ce train qui était prévu pour rouler maximum à 40 à l'heure, en général, il ne dépassait pas les 15, va faire du 100 à l'heure. C'est ce que j'ai mis dans le titre quand les chemins de fer battaient les records de vitesse. Ce train n'est pas du tout adapté à rouler à 100 à l'heure. Baruch Katinka essaye de freiner le train. Il voudrait faire demi-tour et rentrer à Foula, seulement il y a un problème. Le train ne peut aller que vers l'avant. Comment le faire revenir en arrière? Il n'y a pas moyen de faire revenir en arrière. La seule solution, c'est d'arriver à Haïfa et là-bas, sur le tourniquet, faire demi-tour au wagon pour reprendre le chemin de Merchavia, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va arriver, le train va arriver jusqu'à Haïfa et il va même breveter le système. L'armée de l'air allemande va monter comme ça plusieurs wagons autolocomotives. Et quand le chef de la compagnie, le président de la compagnie va voir ces trains, il va être horrifié et Baruch Katinka va recevoir un blâme. C'est quoi cette façon de faire des trains? On n'a jamais vu un train qui fonctionne comme ça. Donc, il va être critiqué, il va être blâmé, mais ça fonctionne. Et voilà des trains qui roulent à 100 à l'heure sur cette route de Rakemet Emek pour transporter les aviateurs allemands. Alors, comme je l'ai dit, les Anglais, eux, attaquent les trains et font sauter les ponts. Là, à droite, on a même une photo de l'époque. Les Anglais ont photographié leurs sapeurs qui sont en train de mettre les charges sous le pont de Birat Sluj dans le Negev. À droite, vous voyez les sapeurs qui travaillent sous le pont. Et à gauche, vous voyez le pont qui saute. Donc, on est en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Et comme je l'ai dit que Tzemach, la dernière station, a été prise par les cavaliers, les Light Horsemen, les cavaliers australiens et néo-zélandais. Pour le centenaire de l'attaque, c'est en 1918. Donc en 2018, il y a une grande cérémonie à Tzemach. Vous voyez la château d'eau qu'on a vu tout à l'heure dans la photo aérienne du site de Tzemach. Vous voyez le drapeau israélien et le drapeau australien. Et vous voyez les soldats qui ont fait une cérémonie. C'est un des plus grands faits d'armes de l'armée australienne, si vous allez au musée de l'armée en Australie. La Première Guerre s'achève. Une dernière chose, les Anglais ont fait un blocus des côtes de Palestine et donc les Turcs n'ont pas de charbon, sont en pénurie de charbon pour leurs locomotives. Le charbon qu'ils importaient, ils n'en ont plus. Et donc, ils vont commencer à faire du charbon local. Et pour faire du charbon local, ils vont couper un certain nombre de forêts en Israël. C'est pour ça que vous avez à droite le sigle du KKL. Le KKL qui, plus tard, pourra s'enorgueillir de planter des forêts. Ces forêts qui avaient été arrachées, entièrement dévastées par les Turcs, qui avaient besoin du bois et pour les travées de leur chemin de fer, et surtout pour faire du charbon pour les locomotives. Donc, une grande partie de la déforestation du centre du pays d'Israël, on le doit aux Turcs dans leur effort de guerre. Ils avaient besoin de charbon pour leurs locaux. Fin de la Première Guerre mondiale, les Anglais ont gagné la guerre et en 1920, on voit Lord Herbert Samuel qui réinaugure la ligne de chemin de fer de Yafo
à Jérusalem. Les Anglais vont un peu changer la ligne, ils vont faire un écartement de rail plus standard. Et ils vont ajouter beaucoup de lignes de chemin de fer à voie étroite. Alors, ceux qui le connaissent, vous voyez, la photo de gauche, c'est à Yafo. Donc, vous voyez qu'il y a des rails qui traversent Yafo. C'est un chemin de fer local. À Jérusalem, vous voyez au-dessus du tombeau des rois, à Jérusalem, même chose, une ligne locale qui va de la station de Jérusalem, la gare de Jérusalem, qui va vers le nord de Jérusalem, traverse la ville, elle va un peu plus au nord, avec un chemin de fer étroit. Donc, les Anglais ont beaucoup développé le chemin de fer. Là, on voit ces lignes de chemin de fer qu'ils ont fait à Yafo. Mais surtout, ce qui nous intéresse, revenons maintenant à Rakevet Haemek, cette ligne de chemin de fer de la vallée de Israël. Donc, cette ligne qui va de Haïfa jusqu'à Tzemar, jusqu'au bord du lac de Kinneret. Alors, bien sûr, cette ligne, maintenant, elle est reliée au réseau que les Anglais ont mis en place depuis l'Égypte. Vous voyez que vous pouvez prendre le train, vous voyez le billet à droite, El Kantara, jusqu'à Tel Aviv. Et regardons les stations de Rakevet Haemek. Alors, on voit que ce train part de Haïfa, Kilo Arba, vous vous rappelez de nouveau, Kilo Arba et demi, c'était la jonction vers Akko. Après Tel Shams, Foula, les mêmes stations qu'on a vues avant, avec quelques noms en plus. Mais si vous regardez, vous voyez que dans ce planning du chemin de fer, on peut partir de Kantara. Si vous voulez prendre le chemin de fer à 10h05, le train part de Haïfa vers Tzemar et Damas. Il faut partir de El Kantara dans le Sinaï, en Égypte, à minuit, ou vous pouvez partir de Yafo à 6h10 ou de Jérusalem à 4h40 et vous avez votre connexion à Haïfa pour aller vers Damas. Donc, on peut aller de l'Égypte vers Damas, on peut aller de Jérusalem vers Damas, de Yafo vers Damas à l'époque du mandat britannique. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on commence à développer sérieusement la vallée d'Israël. On a acheté énormément de terrain et on commence à construire des moshavim, des kibbutzim dans la vallée d'Israël. Et le train va être un moteur de développement parce qu'il va permettre d'abord des communications vers la vallée d'Israël et il va permettre de commercialiser les produits agricoles vers les marchés de Haïfa et même des fois de Jérusalem. Donc, vous voyez, quand on construit le moshav de Beth Yosef, on met un arrêt sur la ligne Beth Yosef. Il n'y a bien sûr pas encore de gare, il y en aura une plus tard, mais ça va beaucoup plus loin. Le jour où on construit Beth Yosef, tous les gens de Beth Yosef le matin se mettent sur la voie et bloquent la voie. Alors le conducteur de la loco siffle autant qu'il peut, mais comme il ne dégage pas la voie, il s'arrête. Alors il est furax, mais alors on lui offre des gâteaux, du vin, il se calme. On lui explique, maintenant il y a un village juif, Beth Yosef ici, à partir d'aujourd'hui, demain tu t'arrêtes ici tous les jours. Dans les deux sens, il y a un nouvel arrêt sur la ligne. Bien sûr, on lui paie un petit bakshish, comme ça il est content. Et c'est comme ça qu'on crée un fait accompli et qu'on a un nouvel arrêt sur la ligne. Et c'est comme ça qu'on va un peu forcer la main d'abord aux conducteurs des locaux et après à la direction des chemins de fer pour créer de nouvelles gares sur ce trajet qui va de Haïfa à J'ai mis cet extrait de film juste pour entendre le sifflet de la locomotive parce qu'il faut comprendre une chose. D'abord, ils s'en servent énormément parce qu'il y a les troupeaux de moutons qui sont sur la voie, il y a des gens sur la voie, donc le conducteur a besoin d'écarter, de libérer la voie, donc il sert beaucoup du sifflet. Et les gens qui habitent dans la vallée d'Israël diront que leur vie était rythmée par le passage des trains et par le sifflet du train. Donc le matin, c'était avant, on entend le train du matin à 5 heures du matin qui amène le lait vers le marché de Haïfa, donc c'est l'heure de se lever. Dans les champs, on entend le train de 5 heures du soir, donc c'est le moment de rentrer à la maison. Les gens à l'époque n'ont pas de montre. Et donc, le passage du train, bien qu'il ne respecte pas énormément les horaires, mais il donne une idée du temps et il sert de repère pour les gens, savoir quand est le moment de se lever, le moment de finir le travail au champ. Les gens des villages de la vallée d'Israël, quand ils entendaient le train passer, c'est l'heure de coucher les gosses. C'était l'horloge parlante de l'époque, c'est ce train de Rakevet Haemek. Donc, il a beaucoup de fonctions. Il sert au développement des villages, il relie les villages qui n'ont pas de route, il sert à transporter les marchandises, les personnes, il sert aussi à donner l'heure aux riverains. Alors, les gens ont l'habitude de dire que dans les villages de la vallée d'Israël, on embarque du lait
sur le train et quand il arrive à Haïfa, il est tourné. Il fait chaud, les virages non plus ne font pas de bien au lait, les œufs arrivent, ils sont déjà cassés, donc on va demander à la direction des chemins de fer de faire un chemin en, en matinée, très matin. Donc vous voyez, le départ maintenant à Tzemach, il est à 4h15. Et le but, justement, c'est d'embarquer le lait quand il est aux heures encore fraîches pour que le lait arrive frais sur le marché de Haïfa. Vous voyez que quand le train part à 4h15, il va arriver à 8h à Haïfa, donc avant les heures de chaleur, pour que le lait ne s'abîme pas. Donc, c'est une réponse de la direction des chemins de fer à la demande des villageois. Et même avant ça, il y a un autre train qui partait à minuit de Tzemach pour arriver vraiment prendre la production vraiment dans les heures de nuit. Ils ont même proposé de faire un wagon réfrigéré, de mettre un ventilateur qui tournerait grâce au fait qu'il y aurait un axe qui le relierait aux roues. Quand les roues tournent, ça ferait tourner le ventilateur. Il recouvre les bidons de lait de linge mouillé et alors le vent de ce ventilateur sur le linge mouillé refroidit les bidons pour que le lait reste frais jusqu'à Haïfa. Donc, c'est ce qui fait que ce train qui était appelé au départ l'ânesse du sultan, qui après va être Rakevet Haemek, le chemin de la vallée d'Israël, deviendra chez les Juifs Rakevet Hachalav, le train du lait qui amène le lait sur le marché de Haïfa. Alors, comment est-ce qu'on s'arrête quand on habite un village où il n'y a pas de gare juste à côté? On se met d'accord avec le chef de gare, et là, vous avez l'histoire de Baruch Tirosh. Ça vient d'un livre sur l'histoire de ce train. Et là, donc, l'auteur interviewe des gens de la région, et un raconte qu'il était soldat dans l'armée anglaise, il voulait aller à Haïfa, mais il n'y a pas d'arrêt près de sa maison. Donc, il s'est mis d'accord avec le conducteur de la loco et avec le contrôleur. Il leur paye un bakshish, et arrivé devant là où il habite, le conducteur arrête la locomotive, il descend avec sa trousse à outils, il va taper sur quelques roues, faire semblant quelque chose à réparer, qu'il y a un bruit bizarre, donc il s'arrête dans un arrêt qui n'existe pas, et ce monsieur peut descendre, et même chose, il lui dit demain à telle et telle heure, le train du matin, d'après-midi, je voudrais repartir à Haïfa, et le conducteur va faire la même chose, il va arrêter le train selon la demande de ce monsieur. Donc, c'est un train à la demande, c'est un train très sympathique, rapide il n'est pas, il fait du 15 à l'heure. Alors voilà déjà maintenant la ligne de chemin de fer à la fin du mandat britannique. Regardez, si au début on avait parlé de 7 stations qui avaient été définies par les besoins en eau des locomotives, là on voit maintenant des villages juifs. Vous vous rappelez le kilo 4-5, c'est l'embranchement pour Akko. Et après on a Tel Hanan, et Necher, et Yagour, et El Roi, et Kriyat Haroshet, et Kfar Yoshua, et Kfar Baruch, Afula, En-Haro, Tel Yosef. Tous ces villages se sont construits parce qu'ils étaient le long de la ligne et auront des arrêts officiels et feront partie des horaires du chemin de fer jusqu'à Tzemach. Alors, vous voyez aussi, là, j'ai pris deux horaires du chemin de fer à différentes époques, et vous voyez de nouveau qu'on a Haïfa, kilo 4,5, Necher, Meshek Yagour, Kfar Yoshua, Kfar Baruch, et vous voyez qu'après, ici, on a à droite le même, on est un peu plus, quelques années plus tard, on a Necher, on a Meshek Yagour, mais on a déjà Al-Roi qui n'existait pas dans l'horaire de gauche, on a Kiryat Haroshet qui n'existe pas dans le planning de gauche, après on a Kfar Yoshua qui lui existe, et ce que j'explique, c'est que le train est un grand moteur de développement, et on voit que les stations s'ajoutent le long de la ligne au fur et à mesure que les villages juifs s'installent dans la vallée d'Israël grâce à ce train. Alors, il faut comprendre encore une chose, c'est que ce train, je dis, il est très lent. Il est prévu pour rouler à 40 à l'heure, mais en fait, il fait en moyenne du 15 à l'heure. Regardez, je vous ai signalé dans l'horaire ici, il part de Haïfa Mizrach à 8 heures du matin, et il s'agit en 44, donc c'est à peu près la fin en 48, cette ligne arrêtera de rouler, juste après 48. Vous voyez qu'il part à 8 heures et il arrive à Tzemach, donc à Tibériade, un peu avant Tibériade, à 11h30. C'est donc 3h30 de route. Aujourd'hui, par la route, on fait ça quand il n'y a pas de bouchon en 50 minutes. Donc, comprendre, c'est un chemin c'est un train qui est lent, il fait du 15 à l'heure. Et il y a énormément d'anecdotes, comme l'anecdote de Shmoulik, qui chaque matin prenait le train à partir de Beth Yosef, et un jour le contrôleur ne le voit pas montrer, et un peu plus loin, il le voit le long du ballast en train de marcher,
Et il l'appelle, il dit, Moshe, tu ne montes pas dans le train aujourd'hui. Il dit, non, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je suis pressé, je vais à pied. Alors, c'est comme ça que ce train est très lent. Et à droite, il y a une petite anecdote aussi sympathique, c'est que les enfants de Kfar Yoshua ont voulu se faire un peu d'argent de poche et ils ont coupé des narcisses le long de la route, du chemin de fer, et ils voulaient proposer à la vente à Kfar Yoshua, à l'arrêt de Kfar Yoshua, proposer leur bouquet pour des gens qui allaient vers Haïfa, qui puissent descendre avec un bouquet à offrir. Et personne n'achète de bouquet. Et dit l'enquêteur qui écrit le livre, apparemment, aucun des voyageurs ne s'est senti le besoin d'acheter un bouquet parce qu'il pouvait très bien descendre du train, couper lui-même ses narcisses et remonter dans le train. Et il n'y avait aucun problème de descendre et de rattraper le train un peu plus loin, tellement ce train était lent. C'est quand même plus facile que de faire le chemin à Dodan. Alors, לפתע כמו מעולם אחר שנשכח ריח כפיך ריח העשר לשערותיך צבע הכסף אך בעיניך אותו המבט. Une petite erreur, c'est pas cette chanson-là que je vais mettre. Une erreur dans la chanson, mais donc ce chemin de fer est tellement célèbre qu'il a ses caricatures, il a maintenant ses chansons. Les paroles sont à gauche devant vous. La musique, c'est un autre chant. Je me suis trompé, vous pouvez m'en excuser. Et il y a même des timbres qui immortalisent ce train de la vallée d'Israël. Sur la carte du jour d'émission, vous voyez le trajet du train avec les stations. Vous voyez les gens à l'arrêt de Beth Yosef. Et je dis, pour moi, ce qui est important, c'est cette contribution de ce train au développement du sionisme, à l'installation des villages agricoles dans la vallée d'Israël, qui maintenant, d'abord, ils ont un accès vers Tibériade et vers Haïfa, et ils ont aussi des débouchés pour leur production, puisqu'ils peuvent vendre leur lait et leurs œufs sur les marchés de Haïfa, et même plus tard sur le marché de Jérusalem, puisque la ligne continuera et va jusqu'à Jérusalem. Et pour moi, c'est un petit peu ce qui est marqué dans les prophéties de Yeshayahu, c'est Isabi venaich uri kulam nikbetsu baolach banaich merachok yavo uvnotaich altzad te'amana, que quand Israël revient, on est transporté, on est aussi transporté par les non-juifs qui aident au retour d'Israël. Vous voyez au 10e verset, il est en rouge aussi, Ubanu bnenechal chomotaich umalchem yeshartuner, et les peuples reconstruiront tes murailles et seront à ton service. Alors, ce n'est pas seulement des murailles. Les murailles, c'est la sécurité, mais il faut aussi développer l'économie. Alors, on a déjà parlé de l'importance des Templiers allemands dans la conférence sur les Templiers, l'importance du train dans le moteur comme moteur de développement du sionisme. Arrive maintenant, on est en 1936, commence la grande révolte arabe, et bien sûr, les trains vont souffrir énormément. Les Arabes vont en révolte contre les Anglais, vont faire dérailler les locomotives. Il va falloir protéger ce chemin de fer. Alors, les Anglais vont être très créatifs. Dans un premier temps, ils vont mettre un wagon protecteur, il y a un wagon blindé qui protège les soldats et dans lequel il y a des soldats avec mitrailleuses qui doivent protéger le train. Mais ça règle le problème si le train est attaqué. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une mine sur la route et que le train va sauter sur une mine? Il faut donc faire des patrouilles sur la route, sur le rail. Et vous voyez, ces solutions anglaises d'avoir utilisé des camionnettes dont les roues ont été adaptées pour rouler sur les rails. Et dans ces camionnettes qui roulent sur les rails, il y a des soldats qui vont donc patrouiller la voie ferrée. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on va en marche arrière? C'est assez compliqué de faire des marches arrière dans une voiture comme ça. Donc, les Anglais vont aller encore un stade plus loin. Et vous voyez ce qu'ils vont faire maintenant. Ils ont pris 2 voitures blindées qu'ils ont mis bout à bout, à l'envers. Une, vous voyez, qui vient vers la droite, une qui va vers la gauche. Et donc, dans chaque direction, cette patrouille peut aller vers l'avant, vers l'arrière. Et les soldats sont dans un véhicule blindé pour protéger la route. De nouveau, ils patrouillent, mais ça n'empêche pas les mines de faire sauter ces voitures de patrouille. S'ils n'ont pas vu la mine, c'est eux qui sautent. Donc, ils vont aller un stade encore en avant et ils vont protéger leur voiture blindée. Là, vous voyez à gauche, c'est une voiture blindée des 2 côtés là, qui peut aller en avant ou en arrière. Et devant, ils ont accroché un petit wagon où ils mettent 2 dignitaires arabes
pour que les Arabes n'aient pas envie de mettre une mine qui va sauter leur Mourtar, le chef du village, qui est devant, qui est en protection des Anglais. Donc ça, c'est les années 36-39, la révolte arabe, où le train est énormément sujet à des attaques et ça devient problématique de rouler en train. Quelques épisodes intéressants sur ce chemin de la vallée, sur ce train de la vallée. On connaît tous l'histoire des bateaux de la Aliyah clandestine, l'Exodus et autres bateaux qui ont essayé de forcer le blocus britannique dans les années 40, après la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, la Aliyah clandestine a commencé dans les années 30 avec la montée du nazisme. Et on a mis au point un tas de stratagèmes pour monter clandestinement. Par exemple, à l'occasion de la Maccabia, donc les Jeux olympiques du peuple juif en 1932, il y a 5000 spectateurs, supporters et athlètes qui sont venus voir les Jeux de la Maccabia à Tel Aviv, et puis beaucoup ne sont pas repartis. C'était en fait des immigrants clandestins qui sont venus sous couvert de tourisme sportif. Il y a eu beaucoup de tourisme, il y a eu des mariages fictifs, et il y en a qui ont essayé de venir par le train en venant de Damas, de prendre le train en tant que touriste. Mais les Anglais, dans un de ces voyages, les Anglais ont réussi à arrêter une trentaine de Juifs qui étaient sur ce train qui venait donc de Damas et qui étaient en situation illégale. Ils les ont arrêtés. Il y a eu un procès qui s'appelait l'affaire des Assirés de Tzemar, des prisonniers de Tzemar. Donc, ces gens qui ont été sortis du train à Tzemar quand le train rentre dans le mandat britannique, parce que je vous rappelle que depuis Damas jusqu'à Tzemar, il roule en mandat français. Quand il arrive à Tzemar, les Anglais font descendre ces Juifs du train, des Juifs polonais, et les incarcèrent, puisqu'ils sont, pour eux, illégaux. Pendant la Shoah, bien sûr, les trains ont une triste histoire, les trains de la déportation, mais il faut se rappeler qu'il y a des trains aussi dans l'autre sens, des trains du sauvetage. Alors, un des trains, c'est le train de Kastner. Je ne vais pas développer, ça mérite une conférence pour soi. Le train de Kastner qui amène 1600 Juifs de Hongrie. Vous voyez les photos à gauche de Kastner et de Yoel Brandt, deux figures problématiques. Je ne rentre pas maintenant dans le problème du procès de Kastner, mais le train a servi à... Pardon. Ce train a réussi à amener des Juifs jusqu'en Israël pendant la Seconde Guerre mondiale. Une autre épopée, c'est ce qu'on appelait dans l'histoire du sionisme les enfants de Téhéran. De nouveau, des enfants juifs d'Europe centrale qui ont réussi, été exfiltrés de Pologne à travers la Russie jusqu'en Perse. Et de Téhéran, ils arriveront aussi en Israël par chemin de fer. Donc, il y a eu certains wagons qui ont une histoire glorieuse et qui ont réussi à amener des Juifs pendant la Shoah. Après la Seconde Guerre mondiale commence la guerre des Juifs contre les Anglais, ce qu'on appelle Tnuat HaMeri à Ivry, la révolte juive contre les Anglais. Les Anglais bloquent l'immigration, ne permettent pas aux survivants de la Shoah de venir en Israël. Les Juifs d'Israël rentrent en guerre contre les Anglais. Et de nouveau, les chemins de fer vont être une cible de prédilection, sauf qu'à la différence de ce qui se passe en 1936, où les Arabes font sauter les trains avec des mines ou attaquent les trains, la Tnuat HaMeri à Ivry, le mouvement de résistance juive, ne veut pas faire de victimes. Donc, on n'attaque pas les trains qui roulent, on attaque les infrastructures. Donc, il y aura par exemple une nuit, le 1er novembre 1945, qu'on va appeler l'El Harakavot, la nuit des trains. On a détruit des stations de chemin de fer, on a détruit du matériel ferroviaire, mais la nuit, donc quand les trains étaient à l'arrêt, sans qu'il y ait dedans de voyageurs, pour qu'il n'y ait pas de victimes. On a eu après, en juin 1946, qu'on a appelé la nuit des ponts. On a fait sauter les ponts qui reliaient Israël avec les pays limitrophes. Vous voyez la carte à gauche, les ponts qui vont vers le Liban, les ponts qui vont vers la Syrie, les ponts vers la Jordanie, les ponts vers l'Égypte sont dynamités par le Palmar le 16 juin 1946. Et parmi ces ponts, plusieurs ponts de chemin de fer. De nouveau, il s'agit d'infrastructures, pas d'attaque du train sur la voie. Il y a eu un train, oui, qui a été attaqué après la nuit des ponts. Vous voyez, ça c'est le pont qui est sur le Yarmouk, donc juste après Tzemar, quand il faut traverser le Yarmouk pour commencer à monter vers Dara, vers la Syrie. Alors, ce pont a été dynamité en 1946, il n'a jamais été reconstruit. On peut encore aller aujourd'hui y aller. C'est un peu problématique parce que c'est une zone militaire, mais de temps en temps, l'armée permet d'y aller. On peut photographier le pont aujourd'hui. Il y a un train qui va être attaqué par Tnuat HaMeri, mais c'est un train militaire anglais.
c'est le train qui transporte la paye des soldats anglais qui va servir à financer les opérations de l'Irgun, du Hetzel. Mais ça, j'en projette peut-être de faire une conférence entière sur ce train parce que c'est une histoire rocambolesque. Comment on a attaqué le fourgon postal et en fait, on a volé la paye des 100 000 soldats anglais pour approvisionner l'Irgun en argent. La guerre de Jérusalem, ça c'est la guerre de Jérusalem, était dynamitée de nuit pour ne pas faire de victimes. À droite, Mir Feinstein, qui était un des saboteurs qui a été après attrapé par les Anglais et condamné à la pendaison. Mais c'est une autre histoire de nouveau. Jésus pour raconter l'importance du chemin de fer. Vous voyez Haïlé Sélassié, le Négus, chassé d'Éthiopie, vient à Jérusalem par le chemin de fer. Ceux qui se rappellent, Gush Emunim, quand on a voulu reconstruire Elon Moré, alors une des fois où Elon Moré a essayé de s'installer, c'était à Sébastia. Là, on voit la gare de Sébastia. À droite, on voit mieux la gare dans le bâtiment de la photo de droite. Et on voit le Rav Levinger avec Hanan Porat qui danse à Sébastia quand Elon Moré se construit sur le site de la gare de Sébastia. Aujourd'hui, au début de l'État d'Israël, la direction des chemins de fer d'Israël a décidé que cette ligne n'était pas rentable et on l'a fermée. Il y avait juste la ligne qui allait de Haïfa jusqu'à Jérusalem, Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem, qu'on avait conservé. Aujourd'hui, vous êtes tous au courant que les chemins de fer se développent énormément en Israël et qu'il y a un plan quinquennal de relier toutes les villes de plus de 50 000 habitants. Donc, on a remis en service Rakebet à Emek, un peu plus rapide que ce qu'elle était à l'époque. Ça, c'est le train qui relie Haïfa. Pour l'instant, il va jusqu'à Beth Shean. Il ne va pas jusqu'à Tibériade, c'est un projet. Pour l'instant, il arrive jusqu'à Beth Shean, mais sur un trajet assez parallèle au trajet que faisait Rakebet à Emek aux années héroïques dont on a parlé dans cette conférence. La gare de Kfar Yoshua a été restaurée. Plusieurs gares sur le trajet ont été restaurées pour raconter l'histoire et je vous invite à les visiter. Vous pouvez visiter le musée du train à Haïfa, la gare de Kfar Yoshua, la gare de Tzemar. Si vous visitez des petits musées, vous voyez les bâtiments de la gare, vous voyez le château d'eau et il y a des photos d'époque et on vous raconte l'histoire et l'importance de ce train. Et pour finir, voilà, c'est la page, c'est la couverture du livre, un des livres dont je me suis servi pour préparer cette conférence, B'chazara al-Rakevet ha'emek de Mordechai Nahor. Donc, il raconte cette épopée que je guide souvent dans le nord en Galilée. On passe pas loin du tracé de ce chemin de fer et j'aime bien raconter son histoire parce que c'est quand même un chemin de fer qui a une histoire et qui a beaucoup aidé au développement et au retour d'Israël sur sa terre. Voilà. Alors, j'ai fini la présentation. S'il y a des questions, Merci beaucoup. Toda Rav Ariel, magnifique. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser des questions.